Bonjour à toutes et tous. Donc on va faire duettiste avec Alfonso sur cette question des métiers de la finance de manière générale. Donc je me présente, je suis Jérôme Glachant, je suis professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je dirige le Master 2 Banque Finance, qui est un master généraliste. Donc un Master 2, c'est une 5e année d'études universitaires. J'ai passé la parole à Alfonso, donc je te donne le micro. Merci. Merci Jérôme. Je suis ravi de présenter avec Jérôme Glachant ici. On se connaît bien et on partage une volonté d'excellence, entre autres avec la Sorbonne, qui est une excellente université, effectivement, et qui a beaucoup évolué. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une version un peu différente, parce que nous sommes un établissement privé d'enseignement, mais spécialisé en finance. Donc chez Financia, il n'y a que des parcours de finance. Alors ça va de la gestion de patrimoine à la finance de marché, la finance d'entreprise, entre autres l'immobilier, aussi l'audit, le contrôle de gestion naturellement. Et tout ça en apprentissage, parce que un peu on a une obsession, c'est un, la qualité pédagogique, et deux, c'est l'insertion professionnelle. Voilà, parce que pour nous, c'est très important. Et je crois aussi ce travail qu'a fait la Sorbonne aujourd'hui, qui est très orienté métier et employabilité. C'est pour ça qu'on adore cette institution. Et on partage, je pense, ces valeurs. Alors nous, un peu la différence d'une école, c'est qu'on n'a pas d'amphithéâtre, donc c'est un petit peu des petites promotions. Voilà, on est très tourné, entre autres, vers les entreprises. Et c'est vrai qu'on a un corps professoral qui est un peu davantage composé de professionnels, entre autres. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose avec Jérôme, c'est de vous parler des métiers, les métiers de la finance, les métiers en fait qui embauchent, peut-être ceux qui embauchent un peu moins, ou du moins dont les perspectives sont un peu différentes, parce qu'on est sur des métiers qui ont énormément évolué et qui sont en train d'évoluer. Et puis peut-être après, surtout, vous pourrez nous poser des questions et on se rendra naturellement disponible pour animer. Et puis c'est toujours intéressant. Alors, ce que je propose, c'est que je vais peut-être commencer par un des métiers qui était évoqué, la gestion de patrimoine. Voilà. Et je passerai le micro. Alors, la gestion de patrimoine, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un peu comme si vous étiez le chef d'orchestre, en fait, de quelqu'un, ou d'ailleurs pas que d'une personne, mais entre autres d'une famille. Voilà. Donc, vous êtes un très grand généraliste dans énormément de domaines. C'est-à-dire que souvent, en gestion de patrimoine, ça commence déjà par le droit de la famille. Parce qu'en fait, quand vous faites un bilan patrimonial, vous demandez si la personne elle est mariée ou pas, si elle a des enfants ou pas. Et ensuite, vous allez passer à des choses un peu plus complexes qui sont son patrimoine, des investissements. Et souvent, le premier patrimoine des Français, c'est l'immobilier. Voilà, donc il faut avoir des connaissances en droit immobilier. Et puis ensuite, il y a les placements, l'assurance vie. Donc il faut des connaissances très très importantes. Et donc on ne peut pas être expert dans tous les domaines, mais il faut pouvoir dialoguer avec énormément de domaines. Voilà. Alors, c'est un métier qui se développe, qui recrute énormément. Il y a deux types de recruteurs. Un, les banques, et souvent 80% de nos étudiants vont en banque parce que c'est une super école ou une super suite de l'école. Ils vont en centre de gestion de patrimoine ou gestion de fortune. Et puis à peu près, on a 20% de nos étudiants qui vont chez les indépendants. Voilà. Alors, la gestion de patrimoine, c'est un des rares métiers où vous pouvez demain devenir votre chef d'entreprise. Ce qui est difficile dans la banque de créer une propre banque. Mais en gestion de patrimoine, vous pouvez être indépendant. Voilà. Alors, il faut naturellement un peu d'expérience. En règle générale, on ne va pas chez les indépendants tout de suite quand on est jeune parce que pour vous confier leur patrimoine, il faut avoir de la confiance. Voilà. Mais disons que c'est un très très bon métier, très complet, dans lequel il faut des très bonnes connaissances juridiques, des bonnes connaissances financières, mais aussi aimer la partie commerciale et avoir de l'empathie avec le client parce que la confiance, ça se mérite et entre autres, ça se gagne. Et aujourd'hui, il y a un peu une révolution chez les indépendants puisque vous avez des indépendants qui sont en train de se réunir. Et on a, par exemple, le dernier groupe qui est en train de se créer, qui s'appelle Cristal, chez les indépendants. Il y a à peu près 7 milliards sous gestion. Donc, on ne peut pas concurrencer naturellement les très grandes banques, mais ça crée pour les jeunes énormément d'opportunités. Donc, la plupart de nos étudiants qui font ce métier, ils sont généralement en alternance dans la banque, pour la grande partie, d'autres en indépendant.
Et en règle générale, souvent, les banques sont très friandes parce que quand elles ont formé quelqu'un pendant un moment, elles aiment bien garder. Voilà. Donc beaucoup d'opportunités. Nous, par exemple, bon, on peut peut-être faire un salon presque professionnel, mais à nos gros partenaires, par exemple, c'est la Société Générale, voilà, qui embauche énormément d'étudiants et en alternance autre. Après, cette année, on a eu HSBC, mais si vous regardez un petit peu la presse, HSBC est un peu en difficulté, donc elle prend beaucoup d'alternants, mais il n'y a pas d'embauche, derrière. Donc un peu attention. Alors voilà un point rapide. Je vais passer le micro à Jérôme, mais on se relèvera métier un peu par métier. Alors, moi, en fait, ma formation, le N2 Banque Finance n'est pas une formation en gestion de patrimoine. Donc, je ne peux pas parler exactement comme toi des réseaux et du métier vraiment de gestionnaire de patrimoine. Par contre, ce dont je peux parler, c'est du fait que j'observe depuis quelques années beaucoup des diplômés du Master 2 Banque Finance qui se dirigent vers ce qu'on appelle la banque privée. Enfin, donc voilà, c'est un peu de la banque de gestion de fortune, ou bien du capital investissement, du family office. Donc c'est gérer des fortunes familiales, mais des fortunes familiales de manière professionnelle à des niveaux élevés par des équipes. Donc on a ce côté qui existe. Une des raisons, je suis économiste, une des raisons pour lesquelles tout ça se développe, c'est qu'en fait partout il y a un peu plus de riches. Et il y a beaucoup de riches. Il y a beaucoup de riches qui se sont développés en haut. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi pour ça que ce métier a progressé ces dernières années. Donc voilà, est-ce que ça va continuer ou pas? C'est une bonne question. Mais en tout cas, on a vu ce développement de la banque privée notamment. Mais il y a aussi une autre raison qui est liée aux réglementations en quelque sorte. C'est que au départ, la banque privée était un métier de gestion de patrimoine, de clients riches, etc. Et qui finalement était un métier assez commercial, de contact, de connaissance des produits. Mais on observe que dans les grosses structures, Société Générale et les autres, ce qu'on appelait en partie avant l'asset management, la gestion d'actifs, est rentré dans la banque privée. En fait, les banques ont beaucoup internalisé à l'intérieur de leur propre structure une partie de la gestion d'actifs qu'elles faisaient avant à l'extérieur. Du coup, on a eu un rapprochement des métiers, c'est ce qu'on voit souvent, une forme d'intégration. À l'intérieur de la banque privée, ils se sont mis à chercher aussi des gens qui avaient une très bonne connaissance des produits financiers, qui avaient des connaissances en gestion d'actifs, alors qu'avant les métiers étaient davantage séparés. Donc finalement, cette différence a eu tendance à se dissiper et la banque privée aujourd'hui embauche toutes sortes de profils. Elles ont grossi et elles ont aussi changé leur métier. Il y a un aspect également dont j'ai parlé, c'est le développement de tous les fonds non cotés, de private equity, capital investissement, avec des fonds qui sont quelquefois de très grosse taille, bon, on les connaît tous, les leaders mondiaux, mais aussi des fonds qui sont plus petits et qui se sont spécialisés pour gérer les fortunes de gens qui ont quelques millions ou quelques dizaines de millions d'euros à faire gérer. Et donc ces fonds sont aussi actifs et intéressent nos étudiants, et ils sont aussi intéressés par nos étudiants parce que finalement c'est des métiers dans lesquels on a besoin de compétences un peu générales en finance d'entreprise, des compétences aussi commerciales, parce qu'il s'agit d'avoir un bon rapport avec les clients, mais aussi avec les entreprises qu'on cherche à racheter. Donc ça, c'est aussi un aspect qui se rattache un peu à la gestion de patrimoine. Troisième aspect, peut-être aussi du même type, un peu de rapprochement des métiers. Je ne sais pas si ça va durer, mais c'est lié au contexte de taux d'intérêt bas. Il y a eu beaucoup d'efforts faits dans les banques pour construire des produits structurés. Donc des produits financiers un peu complexes, mais pas forcément très très complexes, qui étaient destinés au départ en tout cas à des gens riches. Donc on allait mélanger, faire des espèces de cocktails d'actifs financiers différents avec des objectifs presque personnalisés. Donc c'est presque, au départ c'était peut-être de la haute couture, c'est devenu ensuite du prêt-à-porter. Et d'ailleurs on voit que maintenant même des gens qui ne sont pas forcément très très riches placent ces produits structurés dans leur portefeuille d'assurance vie. Mais là aussi, il y a eu des besoins un peu techniques, parce que dans ces produits, il y a un peu de gestion d'actifs, un peu de couverture des risques. Et donc ça a aussi attiré des étudiants qui n'étaient pas au départ des gestionnaires de patrimoine vers la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, et ça nous on ne forme pas pour ça, c'est quand même un métier où la dimension juridique est très importante. Il faut connaître le droit, du divorce, le droit des héritages, le droit des... Et donc nous on n'a pas cette spécialisation dans nos masters. Mais je sais que dans les spécialisations de type gestion de patrimoine que vous avez chez vous, vous y connaissez beaucoup. Dans l'immobilier, par exemple, nous, on n'est pas
très armés pour faire de l'immobilier. On n'a pas de spécialisation en immobilier, alors que vous l'avez en fait. Ça, c'est une différence peut-être importante. Je vais peut-être un peu long. Non, mais merci Jérôme. Et justement, on va peut-être faire le lien sur les produits structurés, le private equity que tu évoquais et qui est là vraiment au cœur, entre autres, de ton programme. Et je pense que si on peut parler de ce métier, on peut peut-être parler du métier d'analyste. Alors, analyste, c'est large, hein, vraiment, de analyste crédit, des évaluations. Déjà, d'un établissement à l'autre, le terme d'analyste, en fait, le métier peut changer. Donc, ce qu'il faut comprendre souvent, c'est ce que fait la structure. Donc, c'est vrai que ces dernières années, le nombre de fonds de private equity, je crois qu'il y en a plus de 2000, je veux dire, n'a cessé d'augmenter. Et recrutent beaucoup de jeunes, en fait, qui ont besoin d'analyse, puisqu'il y a une question fondamentale, c'est combien ça coûte, en fait. On veut investir dans une entreprise, combien ça coûte? Donc c'est vrai que je sais dans ton programme, il y a énormément sur l'évaluation, entre autres, chose aussi qu'on partage parce que c'est une question fondamentale, mais aussi tous les aspects juridiques, comment on fait une augmentation de capital, un PV d'AG, toutes les règles des AG, bon, un pacte d'associés, c'est excessivement large et technique. Ce qu'on a vu de manière assez récente, c'est que depuis au moins 15 ans, c'est la première année où la bourse, elle reprend. Ou en tout cas, il y a des particuliers qui viennent investir de manière plus importante. Et là, en 2021, ça a été quasiment une année record d'introduction en bourse et small cap. Et donc aujourd'hui, il y a un peu de biais. Il y a le private equity, dont vous pouvez entendre parler beaucoup. Mais il y a aussi des activités plus traditionnelles de bourse, en fait. Hein, et le fait que les volumes augmentent, par exemple, Euronext a embauché beaucoup de jeunes pour venir faire de l'audit, de l'analyse, entre autres des sociétés. Puis les sociétés, elles ont besoin d'être accompagnées. Et donc, comme le marché est beaucoup plus actif, ça crée aussi beaucoup d'emplois sur ces points-là. Alors, j'ai vu que sur la fiche, il y avait un autre métier, entre autres, dans lequel on va passer vite, qui est le métier du trading. Bon, qui fait assez rêver. Et beaucoup de gens vous disent, oui, le trading, c'est magnifique. Parce qu'on imagine encore le trader, vous savez, il a beaucoup d'argent, il a une idée incroyable, il gère des milliards, il s'achète des belles voitures, et il a des maisons incroyables. Bon, ça, c'est les films à la télé. Et ça, c'était les années 80. Bon, là, on est en 2020. Et entre-temps, il y a d'autres choses qui sont passées, comme la conformité. Et donc maintenant, et ça dans tous les aspects financiers, avant de pouvoir agir, d'analyser presque ou de faire une présentation, on est obligé de réfléchir à la conformité et aux règles. Ça, c'est très important. Donc la conformité, c'est un métier, par exemple, qui a explosé et dans lequel il y a énormément d'opportunités. Le trading, c'est l'inverse, en fait. C'est devenu tellement compliqué. Il y a l'intelligence artificielle qui est là. On est à quasiment à 70% des ordres passés sont faits par des robots. Donc on a plutôt tendance à embaucher des ingénieurs, des informaticiens, des codeurs. De toute façon, si vous voulez aller dans une salle de marché, il faut plutôt privilégier les métiers du support. Il faut savoir que les banques, en règle générale, quand elles embauchent des traders, la capacité d'embauche est de 1 ou 2 personnes par an. Donc c'est-à-dire à l'échelle nationale, quasiment personne. Donc nous, c'est des métiers dans lesquels on essaie de vous donner un spectre plus large dans la finance de marché et aller vraiment sur des métiers support que réellement ce qu'on va appeler le trading qui fait rêver, mais dans lequel réellement il n'y a pas de place. Par contre, on parlait de conformité, mais il y a aussi le terme risque. Et là, dans le risque, il y a énormément de possibilités. Vous avez dû entendre parler du prêt PGA, entre autres, le prêt garanti. Bon, ça va falloir plein d'analystes, entre autres. Et puis, quand les sociétés sont endettées, il faut analyser leurs risques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un point important. Et je crois, Jérôme, le risque, c'est un point que tu abordes dans tes programmes. Alors, je vais te laisser la parole parce que je pense que c'est… Ouais. Je vais peut-être redire sur analyste, hein, parce que, effectivement… Finalement, le côté analyste financier, donc avec analyste equity, analyste dette, c'est quand même quelque chose qui reste, en tout cas dans ma formation, vraiment un point d'ancrage très important. Et quand je regarde le nombre d'étudiants qui vont vers ces métiers, le nombre de stages qui sont présents, dans toutes ces familles-là, ça existe toujours. La différence, c'est que ça existe peut-être plus de la même manière, dans le sens où c'est plus simplement des banques. Ça peut être bien sûr des banques encore, mais c'est aussi, comme tu l'as dit, des sociétés de capital investissement, d'autres. Peut-être que c'est davantage aussi de l'analyse dette, crédit, que de l'analyse equity. C'est
peut-être beaucoup moins bien sûr de l'analyse equity de côté plutôt que de non côté. Donc voilà, ça aussi c'est une évolution. Mais c'est des métiers qui existent toujours et qui restent vraiment importants et pivots, pas simplement parce qu'ils ont des débouchés, mais aussi parce que c'est une bonne manière de se former, où on apprend des choses qui sont utiles, y compris si on va vers d'autres métiers. Donc quand même, pour moi, ça reste quelque chose de très très important. Analyse crédit, analyse equity, ça a évolué, mais ça reste un pivot dans la formation. Un autre pivot qu'on a toujours eu à Paris 1 et dans le M2 Banque Finance, qui est peut-être vu comme étant moins attractif aujourd'hui du côté des étudiants, et je crois que c'est un tort, ce sont les métiers qui sont ce qu'on appelait avant des métiers support ou de middle office, qui sont derrière le trading, éventuellement derrière les marchés, derrière les opérations qui sont réalisées en front office, qui sont les métiers de gestion des risques. Donc dans ces métiers de gestion des risques, il y a des métiers qui sont finalement un peu du reporting, d'analyse des données, de connaissance aussi, d'utilisation de l'information. On a parlé tout à l'heure de savoir coder, Python, VBA, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont encore très recherchés et où, je le constate, et je pense que c'est une erreur de la part de pas mal d'étudiants, les étudiants ont réticence à aller parce qu'ils voient comme étant des métiers qui ne sont pas des métiers commerciaux, qui ne sont pas des métiers dans lesquels les bonus sont forcément très importants, qui sont des métiers finalement un peu moins glamour vu de l'extérieur, alors que ça reste des métiers solides dans lesquels il y a beaucoup de recrutement. Un autre métier du même type, qui est d'ailleurs lié à tout ça, typiquement par exemple l'asset liability management des banques, c'est un domaine dans lequel les banques continuent à embaucher énormément, c'est un peu attaché à la gestion des risques, souvent en direction financière des banques. C'est aussi des métiers auxquels nous on cherche à former, mais où on voit que les étudiants spontanément ne veulent pas aller, ou vont peu, alors même que les opportunités d'embauche sont importantes, et où on recherche des profils qui sont mi-quantitatifs, et attendez, moi c'est un master d'économie que je dirige, donc ce n'est pas des ingénieurs, mais c'est des gens qui aiment bien les données, qui aiment bien les chiffres, qui aiment bien coder, qui ont des compétences en Python et en VBA, qui ont ce regard, et puis on a parlé aussi sur la conformité. Et moi évidemment je n'ai pas trop parlé de conformité parce que dans mon master, dans le gros master, on a aussi un master conformité. Toi aussi tu as une branche conformité, mais moi dans mon M2 Banque Finance, la conformité n'est pas une spécialisation, mais juste quelque chose qui va avec. Et c'est vraiment un point qui est très important, qui embauche aussi énormément, mais pas pour mon master. Ces métiers de gestion des risques sont vraiment des métiers qui encore tiennent le haut du pavé et sont importants pour les banques, dans lesquels il y a des vrais besoins et vers lesquels, je trouve, les étudiants ne se dirigent peut-être pas suffisamment parce qu'eux, ils sont intéressés par les activités d'affaires, le M&A, le private equity, etc. Alors qu'ils vont délaisser des métiers plus traditionnels qui restent solides et qui vont rester solides. Alors, je ne suis pas sûr que le cycle économique préservera forcément l'activité en M&A ou en capital d'investissement. Alors qu'en asset liability management, il y en aura toujours. Voilà. Merci Jérôme. Effectivement, en finance, il y a des cycles. Et du coup, ils nous impactent, nous, dans les débouchés, aussi un peu dans les formations. Jérôme parlait tout à l'heure de produits structurés. Donc effectivement, pour l'instant, les produits structurés fonctionnent très très bien. On a déjà vu des crises de produits structurés. Lorsqu'il y a des crises, ça impacte justement parce que c'est des montages qui peuvent être complexes. S'il y a des variantes fortes, des fois les algorithmes, bref, les formules n'ont pas été prises en compte. Donc peut-être qu'effectivement, les produits structurés, peut-être dans 2 ans, ils ne fonctionneront pas, ils sont pas. Mais par contre, comme disait Jérôme, il y a des métiers qui sont très solides et dans lesquels on a une image trompeuse. Parce qu'on parlait du middle office, mais souvent quelque chose qui n'a pas très bonne cotation, souvent, et à tort, c'est le back office. Le back office, en fait, il y a quelques années, c'était que du reporting, mais vraiment du process en fait appliqué. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Vous savez, aujourd'hui, devenir directeur d'un back office, c'est excessivement bien rémunéré. Et sans back office, il n'y a pas d'opération. Je peux vous le dire. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler de la blockchain, entre autres. Et donc, on se demande quel est l'impact sur les banques, entre autres. Et la blockchain, un des premiers impacts, c'est sur les back-office. Et donc, on vient chercher des profils beaucoup plus techniques, beaucoup plus complexes, en fait, qui sont capables d'aller économiser, puisque les back-office, en fait, embauchent énormément de personnes. Et donc, effectivement, on travaille à industrialiser ces process. Et aujourd'hui, ils sont vraiment vitaux. Et puis, souvent, des fois, un peu délaissés, des jeunes. Parce qu'ils se disent, bon, moi, je veux aller en front. Et des fois, certains emplois en back-office sont extrêmement intellectuellement intéressants,
et comme il n'y a pas beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup de techniciens, que vous avez une vraie compétence de back-office, vous êtes un réel actif pour la banque et donc pour votre rémunération. Et naturellement, sans parler des postes de middle office qui aujourd'hui sont vraiment très importants. Voilà. Donc, en tout cas, si vous êtes là, c'est que, parce que je sais que le temps passe et on va peut-être passer aux questions, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé au métier de la finance. Voilà. Et en tout cas, il y a énormément de métiers qui embauchent. Voilà, ça embauche. Je sais que tes étudiants n'ont pas de problème pour trouver un emploi. Et souvent, ce n'est pas seulement trouver un emploi, mais trouver un emploi qui correspond aux attentes qu'on a. Et donc, je crois qu'il y a une belle demande sur ce point-là et qui permet d'avoir un bel avenir. Voilà. Alors, Jérôme, je te passe le micro, peut-être si tu veux un peu conclure, ouvrir le bal des questions. Je voudrais juste compléter sur finalement ce qui pourrait être des métiers émergents ou des tendances dont on parle beaucoup et qui ont mis peut-être un peu du temps à se concrétiser, mais qui commencent maintenant à monter. Bon, typiquement tout ce qui est extra-financier, notamment dans l'asset management, donc tout ce qui est investissement socialement responsable. Il y a quelques années au même endroit, il y a même 2 ans, évidemment on a des cours dans ces domaines-là depuis déjà très longtemps, mais je constatais que ça marchait. Et voilà, maintenant, très clairement, toutes les entreprises d'asset management, toutes les banques investissent là-dedans et embauchent des jeunes sur ce secteur ISR, où il y a besoin de compétences relativement spécifiques, où les besoins sont énormes. Donc ça fonctionne. ISR, c'est maintenant complètement intégré, et il faut vraiment s'y mettre. La finance verte, là pour moi, même si dans notre master nous avons une orientation finance verte qui existe, je dirais que quand je regarde la manière dont on en parle dans la société, dans les médias ou en tout cas dans la société, et le nombre de stagiaires, le nombre d'embauches qui sont derrière, il y a un peu un contraste entre les deux, mais c'est quand même en train de monter. Et je crois que pour des profils d'étudiants qui sont curieux, le fait d'avoir cette coloration en plus de leur qualité technique est vraiment un plus énorme, énorme. Je fais attention aussi dans mon master à ce que nous ne soyons pas simplement positionnés sur le financement des entreprises, mais aussi actuellement sur le financement des collectivités publiques, des communes, des hôpitaux. Ça aussi, c'est des points qui sont importants et qui peuvent vous distinguer. Parce que voilà, la Banque Postale, son activité, c'est de financer des communes aussi. C'est des formes de valorisation qui sont un peu différentes de celles de l'entreprise, de comptabilité qui sont, de contexte politique des fois qui est un peu différent. Mais c'est des métiers où être un bon financier et avoir ce genre de spécialisation, c'est aussi un atout qui est considérable. Mais ça reste, tout ça, ça reste des niches par rapport au gros de ce dont on a parlé, c'est-à-dire en gros les métiers d'analyste, la gestion des risques et voilà. Mais je pense que c'était important. Bon, il y a les fintech aussi. On a un master fintech, donc je ne suis pas totalement spécialiste. Évidemment qu'il y a de l'appétence énorme des étudiants pour les fintech, et c'est assez justifié. Mais dans le M de Banque Finance, je sais que vous avez davantage de formation, quoi. Financia couvre davantage que moi pour Banque Finance. Mon master a 50 étudiants et toi tu as peut-être 200 étudiants ou 300, je sais plus. 500. 500 étudiants. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est bon. J'arrêterai là. Et on va peut-être prendre des questions. On a été bavard. Donc, allez-y. On est bavard. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai une question par rapport au domaine de conformité. Parce que comme vous l'avez dit, il y a une certaine évolution depuis les dernières années. Du coup, selon vous, quelles sont les évolutions possibles dans les 5 ans à venir? Et surtout par rapport à l'insertion professionnelle. Alors, bon, du coup, je vais répondre parce que c'est vrai qu'on a un master compliance, qui est son terme. Et en plus, pour la 3e année consécutive, il est premier de sa catégorie, en conformité. Donc voilà, donc on est très content. Alors, premièrement, c'est finalement un métier assez récent. C'est-à-dire que, alors, pour vous, ça fait peut-être longtemps, mais il y a 20 ans, moi, quand j'avais mon responsable conformité, quand il y avait un problème, je l'amenais déjeuner. Et après un bon repas, généralement, on arrangeait les choses. Bon. Et il n'y en avait qu'un seul. Et généralement, c'est celui qu'on mettait quand il partait à la retraite, en fait, et qui était plutôt cool. Bon, bah maintenant, il n'y en a plus un, il y a 22 personnes dans le département. Ils ont une multitude de compétences, et juridiques et autres, et ils ne vont plus déjeuner. tout ça c'est fini. Donc en fait,
c'est des métiers qui ont très fortement évolué. Et en fait, avec la réglementation, avec toutes les problématiques que vous avez pu entendre, avec les amendes, par exemple l'amende qu'a eu la BNP aux États-Unis, je ne me rappelle plus le nombre de milliards, mais bon, c'est assez conséquent. Et donc les banques se sont dit plus jamais, et puis une réglementation internationale sur ce volet. Donc, c'était une chance aussi, c'est que beaucoup de gens qui ont pris ce métier n'étaient pas formés à la conformité. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient sur le tas, en fait, et qui se sont adaptés. Mais vous savez, comme d'autres métiers aujourd'hui dans la crypto, par exemple, où on parle effectivement un petit peu de fintech, bon, jusqu'à pas longtemps, il n'y avait pas beaucoup de formations spécialisées. Voilà. Donc là, les formations sont apparues et naturellement, les demandes sont monstrueuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de conformité, chez nous, un étudiant, 6 mois avant de finir, il a à peu près 3 offres, je dirais 3 offres d'emploi. Bon, il est assez tranquille. En sachant que ceux qui embauchent, c'est les banques sont très demandeurs, mais pas seulement, puisqu'en fait, toutes les sociétés, par exemple, du CAC 40 cotées, ont besoin aussi de conformité sur la communication, sur les chiffres, sur comment publier, mais aussi toutes les sociétés, les moyens de paiement. Ça peut être même des sociétés gaming, de jeux de poker, par exemple. Hein, il y a beaucoup de conformité sur... Dès qu'il y a des flux de cash, entre autres, il y a de la conformité. Alors, malgré qu'il y ait beaucoup d'embauches, comment l'évolution, je dirais, d'un point de vue en tant que professionnel, je veux dire, pas bonne pour moi parce qu'elle va se complexifier et ça continue encore. Et pour rebondir avec ce que disait Jérôme sur l'ISR, qui est très très important et qui, effectivement, il a tout à fait raison. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'embauches, mais si on veut parier sur l'avenir, on sait que les lois, elles sont en train de se passer. Pour vous donner une idée, les projets de loi sur l'ISR, par exemple, les commissaires aux comptes vont devoir faire des rapports sur l'impact écologique et social des entreprises. Donc automatiquement, il va falloir les analyser, les quantifier dans les entreprises. L'AMF, entre autres, vient de déclarer qu'elle va lutter contre le greenwashing. Donc toutes ces sociétés qui se disent « moi je suis super ISR ». Bon. Regardez le cas d'Orpea qui était bien noté ESG et qui pose des questions sur la notation d'ESG. Tout ça, c'est un des métiers d'analyse sur l'ISR. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui analyse, il faut que quelqu'un puisse contrôler ça. Et donc, on va venir à la compliance. Et la compliance, en fait, est en train de devenir, et je dirais, du contrôle classique, juridique, mais aussi déontologique. Si vous êtes une société aujourd'hui d'armement ou qui vend de l'alcool, elle essaie de changer de prestataire bancaire, ça commence à être très compliqué. Très très compliqué. Et donc il y a aussi l'éthique qui vient, et la conformité, elle est finalement un peu à la croisée de ces chemins. Les réglementations sont de plus en plus importantes, elles vont l'être, donc il y a un avenir très prometteur. Il y a une autre question ? Une autre question ? Vous nous dites qu'il y a beaucoup de demandes en banque. Moi, ce que je me demande, c'est maintenant, avec tout ce qui est banque, vous savez, plutôt sur Internet comme N26, est-ce que vous pensez que c'est plutôt pérenne pour nous, on va dire, s'il y aura vraiment beaucoup de demandes plus tard, beaucoup de métiers, pas plutôt du côté peut-être codage ou autre, que vraiment du côté financier pour nous? Je pense que la taille du secteur bancaire peut baisser. Elle peut baisser. Mais le secteur bancaire continue à embaucher parce que le secteur bancaire cherche des nouvelles compétences. Et donc, je crois que même si la taille baisse, le flux va rester important, notamment pour des profils qui sont des profils spécialisés. Peut-être que, bon, moi, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je m'occupe de formation de master de ce type. C'est vrai qu'il y a 15 ans, c'était en 2006, en gros, c'était assez facile de se faire embaucher, assez facilement, sur un profil qui était peu spécialisé. Il suffisait presque d'arriver en disant j'ai un bac plus 5 en banque finance et j'ai été embauché. Bon, ensuite, il y a eu des crises, il y a eu des fluctuations. On voit qu'on cherche des compétences qui sont pointues. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est peut-être plus la poule aux œufs d'or que ça a été, mais ça reste vraiment des secteurs qui embauchent énormément dès lors qu'on est capable de suivre des évolutions, dès lors qu'on est capable d'avoir des vraies compétences à apporter aux entreprises. Je crois que ça va continuer. Donc, et on constate, là, on l'a vu, c'est vrai, je regardais l'année dernière, la promo de l'année dernière, j'avais au bout de 3 mois 80% d'embauche, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, il y en avait que 60, il y a eu un impact du Covid qui a joué, d'accord. Et là, j'ai l'impression que c'est reparti plus haut que ce qu'on avait avant 2020, plus haut que ce qu'on avait avant 2020. Mais c'est vrai qu'ensuite, clairement, on cherche des profils, ils cherchent des profils pointus,
Et d'ailleurs, nous, nos formations deviennent de plus en plus pointues en fait. Deviennent de plus en plus pointues. On cherche aussi à donner plus à nos étudiants pour qu'ils soient mieux armés dans la petite compétition qu'on peut se livrer entre établissements, etc. C'est bien normal, qui se joue d'ailleurs au niveau international également. Hein. Mais voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à toutes vos questions. Mais juste, oui, sur par exemple, très bon exemple de Banque N26. En fait, c'est quoi? Les métiers qui disparaissent, c'est quoi? C'est l'accueil. Vous entendez à la banque, hein, on ferme les agences, moins de points d'agence. Alors, c'est pourquoi? C'est très simple. Regardez les agences, elles sont vides. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous déplacez pour faire un virement? Non. Est-ce que vous vous déplacez pour prendre un chéquier ou une carte bleue? Non. Soit on vous les envoie par courrier, soit vous faites quasiment toutes les opérations tout seul. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, comme disait Jérôme, de conseils pointus. Donc vous allez voir votre banquier. Pourquoi? Souvent pour faire un prêt. Et un prêt, ça peut être complexe. En fait, on achète à plusieurs. Bon, eh bien, pour faire du placement, spécialiste assurance vie, voilà, rachat de crédit, j'ouvre un compte titre, je veux un PEA. Bref, de la conseil de gestion de patrimoine, on revient un peu à ces métiers-là. Donc, votre crainte, c'est la banque de réseau. Et oui, la banque de réseau, en elle-même, les possibilités sont en train d'évoluer. Et en fait, c'est les métiers, ils ont informatisé, en gros, les métiers, je veux dire, assez simples. Et donc ça, c'est une chance. C'est que, bon, faire carrière au guichet, bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas la peine de faire un bac plus 5 pour être au guichet de la banque. On est d'accord. Donc la chance, c'est que ces métiers n'existent quasiment plus, ou sont en tout cas en forte diminution. Et les métiers qu'on propose à la banque sont des métiers avec une valeur ajoutée plus importante. Voilà. Et il y en aura toujours, parce que autant vous faites vos virements, mais autant avec le nombre de lois et la complexité, vous avez besoin de conseils. Et ça, le conseil, il est toujours là. Donc finalement, ces néobanques, qu'est-ce qu'elles font? C'est que, c'est vrai, moi aussi, je veux dire, j'ai testé, j'ai une carte de banque, je fais un virement, je clique, je retrait, voilà, j'ai besoin de personne. Voilà. Par contre, demain, je fais une opération immobilière spécifique ou d'investissement dans une entreprise à titre personnel ou quoi que ce soit. Là, il y a tous les métiers, il y a l'analyste crédit qui s'enclenche, il y a le conseiller, bref, il y a tout, et c'est vers ces métiers-là que nos formations tendent, c'est-à-dire des métiers à forte plus-value en réalité et technique. C'est pour ça que vous allez jusqu'à un bac plus 5. Donc la banque, elle évolue, mais pour moi, elle évolue dans le bon sens. Alors, est-ce que ça va créer des métiers d'informaticien? Oui, c'est certain. Ça c'est certain. Et d'ailleurs, Jérôme le disait, le codage, par exemple, c'est très, très important. Et pas que dans la banque, je dirais, de réseau, mais la banque d'investissement, aujourd'hui, c'est vraiment un atout. Pourquoi? Parce que les gens un petit peu plus âgés comme nous, le Python, le Weber, le maîtrisent moins bien. Voilà. Et donc, en fait, quand ils ont des jeunes qui savent maîtriser ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, les métiers évoluent, mais constamment, cette évolution recrée des nouveaux métiers et à plus forte valeur ajoutée, plus technique. Donc, nos formations sont de plus en plus pointues, pour vous accompagner sur les marchés de l'emploi. Voilà. Alors, je voudrais vous demander si vous pouviez me donner un archétype d'une personne qui va faire... Bon, je vais vous donner des tâches en finance et vous me donnez l'archétype de son métier et quel est le background qui va intéresser pour recruter cette personne, si vous voulez bien. Clairement, pour travailler dans ce genre de métier, il faut aimer les chiffres, il faut être à l'aise avec les données, il faut connaître le fonctionnement des marchés. Je ne sais pas de quel prix on parle, si on parle de prix coté, de prix non coté, si on travaille par rapport au marché ou pas. Donc ça, c'est vraiment le cœur, la valorisation dont on a parlé. La valorisation, ça peut être de l'entreprise ou ça peut être des produits financiers. C'est vraiment le cœur des métiers auxquels, typiquement, mon master forme. Exactement. Et je pense qu'une qualité qu'il faut avoir pour ça, c'est quand même aimer les données et comprendre le contexte dans lequel se fait la formation des prix. Donc, et puis, bien sûr, en fait, moi je suis économiste, donc j'allais dire, je pense que pour faire ça, il faut être un bon économiste. Parce que donner un prix, c'est un prix de marché. Et un prix de marché, ça résulte de force, d'offres et de demande. Donc, la question, elle est autant de savoir combien vaut une entreprise en elle-même que de savoir combien un investisseur est prêt à payer pour cette entreprise. C'est les deux à la fois qu'il faut connaître. Et ça, c'est l'équilibre d'un prix. Et pour moi, ça demande une qualité d'économiste. Une qualité d'économiste, c'est tenir compte de l'environnement,
être capable d'analyser des données, être capable de modéliser ces données. Voilà, c'est pour moi le point important. Alors, pour donner un exemple concret par exemple, chez Financière Business School, ces deux métiers, on n'y arrive pas, deux formations qui sont différentes. Si on fait l'évaluation d'entreprise, c'est plutôt la formation finance d'entreprise en fait qui va venir. Parce qu'il faut avoir une bonne maîtrise des bilans, des comptes de résultats, une partie juridique aussi qu'il faut prendre en compte. Si vous êtes plutôt sur les métiers du risque, nous c'est plutôt la formation expert des marchés financiers. Donc voilà, donc finance de marché qui est adaptée parce qu'on est plus en fait là à ce moment-là sur du calcul entre autres de risque. Donc c'est effectivement deux métiers qui peuvent s'apparenter mais qui sont quand même, en nous ce qu'on constate, deux formations un peu différentes. J'ai deux questions. La première, les deux portent sur l'asset management. Pour cette discipline, pour ce secteur, est-ce que la programmation est importante? Donc Python, VBA, est-ce que c'est un domaine, est-ce que c'est des capacités, des connaissances très importantes pour l'asset management? Et ensuite, vous avez parlé du rapprochement entre banque privée et asset management. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point-ci? Peut-être en parler un petit peu plus, je ne suis pas sûr d'avoir saisi le bon, alors, je vais dire un petit mot sur le codage et je passerai la parole à Jérôme pour la banque et l'asset management, parce qu'il a évoqué ce point-là. Aujourd'hui, il faut savoir coder. Voilà, c'est une demande, c'est clair et net. Alors, il y en a qui peuvent s'en sortir sans savoir coder, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, ce qu'il faut maîtriser du VBA et du Python, des fois, c'est ce qui fait la différence à l'embauche, en fait. Sur deux candidats qui sont assez identiques, s'il y en a un qui a une bonne notion du codage, donc pour moi, c'est oui, il faut coder. Ça, c'est certain. Je passais la parole à Jérôme sur le rapprochement de la banque et l'asset management. Même sur le codage, je viens dire quelque chose parce que, franchement, en fait, on n'embauche pas des codeurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui sait coder, ça reste quelqu'un qui sait coder. C'est comme coder quoi, coder pour quoi faire, et coder pour quel type de modèle qui est derrière. Donc, savoir coder, c'est pas suffisant. Par contre, avoir des connaissances et savoir coder, ça, c'est top. Donc savoir coder ne suffit pas, sinon vous allez rester sur des tâches qui sont des tâches de codage, etc. Ce qui donne de la valeur ajoutée, c'est pas de savoir coder. Ce qui donne de la valeur ajoutée, c'est de comprendre les modèles, et puis évidemment de savoir coder, et puis en général les deux vont ensemble. Mais les fondamentaux n'ont pas tellement changé de ce point de vue-là. Et moi à chaque fois je suis surpris par des étudiants qui en gros ne comprennent pas très bien ce qu'est l'asset pricing. L'asset pricing, il n'a pas changé depuis le FAMA et les prix Nobel, ça reste le même. Et Python, c'est juste des choses qui s'ajoutent à tout ça. Mais si vous ne connaissez pas ces fondamentaux-là, donc ça c'est très important. Ce que j'avais dit sur la banque privée et l'asset management, parce qu'on a assez peu parlé de l'asset management. Il se trouve qu'assistant gérant, ça embauche moins qu'à une certaine époque. D'accord ? Simplement parce que l'asset management, c'est une industrie qui est en train de se restructurer. Il y a la montée de la gestion passive. Et donc c'est moins friand finalement en embauche. Et donc c'est pour ça que ça baisse. Et là où ça résiste, il me semble, alors je sais que peut-être tu connais mieux cette problématique-là que moi, là où ça résiste, me semble-t-il, c'est effectivement, il y a des rapprochements en fait, qui se font entre les métiers, en tout cas moi pour mes étudiants, qui vont vers la banque privée, mais qui à l'intérieur de la banque privée doivent avoir une connaissance très fine des produits et qui font presque de l'asset management pour des clients un peu riches, en mettant un peu de produits structurés, etc. Et puis dans les banques aussi, avec les nouvelles réglementations qui ont eu lieu, les banques ont eu tendance à réinternaliser une partie de l'asset management qui était à avoir délégué à des sociétés de gestion. Donc, ils l'ont réinternalisé notamment du côté de la banque privée. C'est pour ça que j'ai rapproché les deux. Voilà. Une dernière question peut-être? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, de toute façon, on est encore dans le salon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite un très bon salon. Très bon. Au revoir. Très bon salon à vous et merci pour votre attention.